Bonjour les élèves, alors aujourd'hui nous allons commencer un nouveau chapitre, le chapitre numéro 11, où nous allons parler cette fois de mouvement. Et concrètement, nous allons apprendre à faire la description d'un mouvement sous différents aspects. Alors tout d'abord, vous allez voir que ça va vous sembler assez familier, car un certain nombre de notions que nous allons aborder dans le début de ce chapitre sont des notions que vous avez normalement déjà aussi abordées au collège. Alors commençons tout d'abord par la définition du corps étudié et la réduction à un point. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire que concrètement, lorsqu'on va étudier le mouvement d'un objet, il faut tout d'abord que l'on se mette d'accord sur quel est l'objet. Ça peut sembler comme ça un petit peu absurde et anodin, mais définir l'objet qui va être étudié en termes de mouvement peut ne pas être aussi simple que ça. Alors pourquoi? Eh bien pour différentes raisons. Les objets, souvent, qui sont en mouvement, ne sont pas des objets simples. Ils ont souvent des parties mobiles, différentes parties mobiles. Ils sont souvent des objets déformables et tous les points de l'objet n'ont alors pas forcément le même mouvement. Vous pensez par exemple à une voiture qui se déplace sur une route, même pour simplifier, sur une route en ligne droite. Eh bien, un point de la carrosserie ou un point de la surface du pneu de la voiture n'ont pas du tout le même mouvement, les mêmes trajectoires, les mêmes vitesses, etc. Lorsque l'on va étudier le mouvement des objets, nous n'allons pas étudier le mouvement de tous les points de l'objet. Ça pourrait se révéler très complexe. Nous allons choisir un point particulier de cet objet. Alors démontrons pourquoi. On va prendre ici l'exemple d'un marteau qui sera lancé de façon diagonale vers le haut, en lui imprimant aussi un mouvement de rotation sur lui-même. Donc, je peux vous lancer ici l'animation pour qu'on ait déjà une première vision du mouvement de ce marteau. Hop, je lance. Voilà, observez bien le mouvement. Et puis, nous étudierons ce mouvement en stroboscopie. Alors, ce mot-là qui est utilisé ici dans cette animation n'est pas tout à fait le mot que l'on verra plus souvent ensuite pendant le cours. Nous, on parlera plutôt de chronophotographie. En fait, il s'agit pendant le mouvement de prendre des photos consécutives à des intervalles de temps réguliers de ce marteau. Alors, j'active la stroboscopie ou la chronophotographie et on lance le marteau à nouveau. Vous voyez qu'on enregistre la position du marteau à intervalles de temps réguliers. Et bien, quand on regarde ça, on dirait que c'est un gros cafouillage et pas forcément très facile à étudier. Bon, alors revenons au début. On va choisir ici un point du marteau en particulier pour lequel on va suivre la trajectoire. Alors choisissons par exemple ici un coin du marteau, le coin supérieur, et activons la fonction courbe, on pourrait aussi l'appeler la fonction trajectoire, pour suivre quel chemin va suivre ce point. Alors on voit que ça fait une trajectoire comme ça, un petit peu bizarre. Et si on changeait le point? Si maintenant je prenais le manche du marteau ici en son milieu, est-ce que la trajectoire sera identique au point précédent? Eh bien on voit que pas du tout, c'est une trajectoire encore différente. Et si je prenais l'extrémité du manche du marteau? Voilà, je vais étudier le mouvement, la trajectoire du manche du marteau en son extrémité. Lançons, et on voit que c'est encore une autre trajectoire différente. Donc cela montre qu'un objet peut être complexe à étudier en termes de mouvement, car les différents points de l'objet peuvent avoir des mouvements différents. Alors un point qui est souvent choisi comme point d'étude est le point G ici. Le point G ici veut dire centre de gravité du marteau. Alors choisissons le point A comme étant le point G. On va donc suivre la trajectoire du point G. Et lorsque on lance le marteau, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien d'une certaine façon, on a l'impression ici que la trajectoire du centre de gravité du marteau est une trajectoire peut-être un peu plus facile à étudier. En vérité, les équations mathématiques qui régissent cette courbe sont les équations d'une parabole qui est relativement facile à étudier. Ceci pour vous dire donc que très souvent, lorsqu'on va choisir le point de l'objet à étudier en termes de mouvement, c'est le centre de gravité qui sera choisi. Et ceci pourquoi? Parce que, en général, dans la majeure partie des cas, le centre de gravité a une trajectoire qui est plus facile à analyser, pour lesquelles les équations seront plus simples.
Voilà, donc pour simplifier l'étude du mouvement d'un objet, nous choisissons normalement un seul point de cet objet, et très souvent, c'est le centre de gravité de l'objet qui est choisi. On dit alors que cet objet complexe est finalement réduit, simplifié, à son centre de masse. Voilà, une dernière fois pour vous montrer que si on choisit un point quelconque, la trajectoire peut être compliquée, mais si on choisit le centre de masse, la trajectoire peut devenir tout de suite beaucoup plus simple à étudier. Donc voilà, nous choisirons le centre de gravité la plupart du temps pour toutes sortes d'objets. Donc par exemple ici, le centre de gravité de l'enfant est représenté par le point rouge, et l'enfant a beau avoir des positions, des formes différentes, il est quand même tout simplement représenté par un point. Alors ceci veut dire bien sûr qu'on va perdre de l'information. Si je résume l'enfant à un point rouge, je n'aurai plus l'information sur la véritable forme totale de l'enfant. Je ne sais plus s'il écarte les bras, s'il est les jambes en l'air, s'il fait une galipette, s'il tourne sur lui-même, je perds toute cette information. Alors mais est-ce que c'est grave? Est-ce que cette perte d'information est grave? Bien, en vérité, tout dépend de l'objectif. Si on veut étudier le mouvement de l'objet comme un tout, ce n'est absolument pas grave. Par contre, si vous voulez étudier le mouvement de chaque point de l'objet, le mouvement ici du genou du cycliste, de la pointe du pied, ou encore de la pointe de ses cheveux ou de la corde de son sac à dos, évidemment, on perd toutes ces informations. Mais si l'objectif est d'étudier le mouvement du cycliste comme un tout, éventuellement sur une très longue trajectoire, je me fiche complètement du fait que ses genoux montent ou descendent pendant qu'il roule. Donc ici, on adopte normalement un critère qui est le suivant. Si les dimensions de l'objet qu'on étudie sont relativement petites par rapport aux dimensions de la trajectoire totale de l'objet, eh bien l'approximation à un point est normalement une bonne approximation. Donc par exemple ici, les dimensions de l'athlète sont relativement petites par rapport aux dimensions de la trajectoire totale qu'elle suit. Et donc il n'y a aucun problème à résumer ce corps humain à un point, le point rouge que vous observez ici. Et donc on dit globalement que l'athlète ici va avoir tout d'abord une trajectoire rectiligne qui deviendra ensuite une trajectoire parabolique sur la fin du saut. Donc voilà, pour illustrer encore si vous voulez une dernière fois, l'approximation est acceptable si les dimensions de l'objet sont petites face à son déplacement global. Donc par exemple, si on parle de l'étude du mouvement et de la trajectoire de la planète Terre, il n'y a aucune raison de ne pas assimiler la planète Terre juste à un point. Et on se fiche alors du coup que la Terre tourne sur elle-même par exemple, car le seul objectif ici est d'étudier sa trajectoire autour du Soleil. Or, la Terre est beaucoup plus petite que la trajectoire totale de l'orbite de la Terre autour du Soleil. Donc, je peux résumer la Terre à un point. Bien sûr, ici, cette image n'est pas du tout à l'échelle. Ou encore, si vous préférez, pour donner une dernière illustration de la chose, si je veux étudier le mouvement d'un éléphant dans un magasin d'assiettes, comme vous le voyez ici en haut, eh bien, je ne pourrais pas juste assimiler l'éléphant à un point. Évidemment, les mouvements de rotation de l'éléphant, de déplacement, le mouvement de ses bras, de sa trompe, de sa queue, vont avoir des conséquences importantes sur les assiettes et sur son environnement. Alors que si je veux simplement étudier les mouvements ici de cet éléphant ou de ces éléphants lors de leur migration dans un pays, par exemple, pour étudier leur trajectoire sur la carte, est-ce que j'ai besoin de prendre en compte le fait que l'éléphant est un objet déformable, où le mouvement de la trompe, de la queue, de la pointe du pied n'est pas exactement la même? Absolument pas. Pour étudier les trajectoires au long du pays, j'imagine l'éléphant comme un point qui se déplace sur la carte. Donc je réduis l'éléphant à un point. Deuxième chose donc, que nous allons étudier avant de commencer proprement dit l'étude des mouvements, il faut comprendre que pour commencer l'étude d'un mouvement, avant même de commencer l'étude du mouvement d'un objet, il faut que l'on définisse le référentiel. Et ceci pourquoi? Parce que le mouvement est quelque chose de relatif, c'est-à-dire qu'un mouvement est différent d'un référentiel à un autre. Mais qu'est-ce qu'un référentiel? Alors pour commencer, et peut-être certains d'entre vous se rappellent si vous m'avez eu dans les années précédentes, j'ai posé la question en fait de décrire le mouvement de ce monsieur sur la chaise. Et ce monsieur, bien sûr, la première tendance qu'on aura à dire, c'est évidemment de dire que ce monsieur est immobile sur la chaise.
qu'il ne bouge pas. Néanmoins, cette affirmation est-elle tout à fait vraie? Eh bien, en vérité, c'est une question de point de vue. Évidemment, de notre point de vue, qui sommes ici à côté du monsieur en train de regarder sur la chaise, il a l'air d'être immobile. Mais d'un autre point de vue, eh bien, par exemple, ce point de vue-là, ici, eh bien, il ne faut pas oublier que nous sommes tous sur une boule, sur un astre, sur une planète qui tourne sur elle-même. Donc finalement, ce monsieur, même assis sur sa chaise, il tourne autour de l'axe de rotation de la Terre dans un mouvement circulaire. Donc finalement, ce monsieur, il n'est pas tout à fait immobile. Et puis, on peut même penser aussi que la Terre elle-même est en translation autour du Soleil. Donc du coup, on devrait encore additionner ce mouvement-là au mouvement du monsieur. Donc finalement, ce monsieur, il se déplace quand même assez rapidement, et même d'ailleurs très très vite. Et on peut même encore dire que le Soleil lui-même, avec tout le système solaire, se déplace dans la galaxie, et que la galaxie, notre Voie lactée, elle tourne sur elle-même aussi, elle est en mouvement de rotation. Et en plus, notre galaxie se déplace avec d'autres galaxies dans l'univers. Donc finalement, ce monsieur, il n'est pas si immobile que ça. Alors est-ce qu'on a vraiment besoin toujours d'étudier le mouvement de n'importe quel objet? Je sais pas, le mouvement d'une mouche, le mouvement d'un vélo qui passe dans la rue, d'un point de vue cosmique au niveau de l'univers? Bien sûr que non, ce n'est pas toujours nécessaire. Ça dépend des circonstances, ça dépend du système, de l'objet que vous voulez étudier. Mais voilà, il faut donc absolument un point de vue, une référence, un référentiel pour caractériser le mouvement d'un objet. Donc, par exemple, sur cette image, vous voyez ce monsieur, et si je vous demande de me caractériser son mouvement, vous en êtes tout à fait incapable. Vous ne pouvez pas le dire. Je ne sais pas si ce monsieur, il est juste assis, je sais pas, à une terrasse de café en train d'appeler le garçon pour lui apporter son café, ou s'il est en train de rouler dans sa voiture, le coude appuyé à la fenêtre, en train de dire bonjour à quelqu'un. Je n'ai pas de repère, je n'ai pas de référence, je n'ai pas de référentiel. Alors c'est une situation qu'on rencontre parfois dans différentes situations du quotidien. Par exemple, dans un ascenseur, il arrive parfois que l'on ne sache même pas si l'ascenseur est en train de monter ou en train de descendre, ou à quel étage on se trouve, parce que nous perdons nos repères vis-à-vis de l'immeuble lui-même. En fait, notre repère, notre référentiel devient l'ascenseur lui-même. Et la personne dans l'ascenseur, finalement, ici, elle est immobile par rapport à l'ascenseur. Que l'ascenseur soit en train de monter ou en train de descendre, par rapport à l'ascenseur lui-même, la personne est immobile. Et donc, du coup, comme elle ne voit pas l'immeuble, elle ne sait pas si elle est en train de monter ou de descendre. De la même façon que, par exemple, dans les vols paraboliques que vous voyez ici, qui sont des vols que l'on fait dans des avions qui ont pour objectif de simuler, je dis bien de simuler, l'absence de pesanteur, eh bien, quelqu'un qui a un point de vue extérieur à l'avion comprend que l'avion est en train de faire un vol parabolique et tous les passagers qui sont à l'intérieur le sont aussi. Par contre, les passagers eux-mêmes, à l'intérieur de l'avion, s'ils ne voient pas l'extérieur, pour eux, la référence, c'est uniquement la cabine de l'avion. Et eux, par rapport à la cabine de l'avion, ils sont en apesanteur, ils sont en train de voler. Donc voilà, on peut encore citer plein d'autres exemples pour montrer que la notion de mouvement et la description du mouvement est relative. Donc, par exemple, ici, dans ce quai de gare, quel est le train qui est en mouvement? Alors, on peut dire différentes choses ici. On peut dire que c'est le train de gauche qui est en mouvement qui arrive dans la gare, alors que le train de droite est arrêté. Mais même si le train de droite est arrêté par rapport à la gare, il est finalement en mouvement par rapport au train qui rentre dans la gare. Et je sais que ça peut être quelque chose de difficile à accepter. Alors généralement, c'est difficile à accepter, parce que nous sommes très habitués à utiliser toujours le même type de référentiel. Et ça, des fois, ça peut perturber un petit peu notre esprit. Donc, je vais vous montrer ici une vidéo, justement, qui a un peu pour objectif de vous perturber l'esprit. Et oui, j'espère donc que ça vous a un petit peu perturbé. En fait, notre cerveau est un petit peu trompé, car nous avons toujours tendance à associer certains objets à quelque chose d'immobile. Le sol, les arbres, les bâtiments, les poteaux, les clôtures sur le bord de la route. Pour nous, on associe toujours ça à des choses immobiles. Néanmoins, ici, la maison, en fait,
était une maison mobile. Alors, on va parler de ça ensuite sous le nom de référentiel terrestre. On y vient dans quelques secondes. En tout cas, donc, la notion de mouvement est une notion qu'il faut regarder sous une certaine perspective. Donc, je disais il y a 2 secondes qu'on a toujours tendance à associer le sol, les arbres, tout ce qui est fixe par rapport au sol de la Terre, comme la partie immobile, et le restant comme la partie mobile. Donc, par exemple, je vais vous montrer ici une voiture qui roule dans la rue, et tout simplement, j'imagine, voilà, la voiture qui roule. Donc évidemment, ici, c'est la voiture qui est mobile par rapport au scénario, au paysage, mais est-ce que ce que je viens de dire, c'est absolument absolu pour avoir une mauvaise tournure de français. Est-ce que c'est vraiment absolu ce que je viens de dire? Est-ce que c'est forcément la voiture qui est en mouvement et le paysage qui est fixe? Revoyons la scène. Bon, a priori oui. Sauf que cette même scène peut être vue d'une autre façon. Cette fois, au lieu d'être fixe par rapport au sol, je vais me placer fixe par rapport à la voiture. Et donc la voiture avance dans la rue. Et là, je peux dire à la limite que finalement, cette fois, c'est la rue, c'est les bâtiments qui bougent. Et physiquement, ce n'est pas interdit de le dire. Ça peut vous choquer, mais c'est pas interdit de le dire. Dans la première situation, celle-ci, le référentiel, la partie qui est considérée fixe, est le sol, les bâtiments, la terre, et donc la voiture est mobile dans ce référentiel. Alors que dans la deuxième situation, la partie qui est considérée fixe, le référentiel est la voiture, et dans ce cas-là, c'est tout le paysage qui se déplace vers la gauche dans le référentiel voiture. Donc, des fois, changer les références, ça peut un petit peu nous perturber l'esprit. Alors, voyons voir encore ici une petite animation pour montrer qu'il faut des fois sortir un petit peu de nos habitudes et ne pas toujours prendre comme référence le sol, les murs, une maison, le paysage comme référence pour mesurer le mouvement. Il faut des fois sortir un petit peu de ses habitudes. Alors, pour cela, nous allons voir ici 3 scènes différentes. Vous allez voir 3 personnes. Et au lieu de prendre la rue, le sol comme référence pour dire qui est en mouvement ou qui ne l'est pas, nous allons prendre chacune des 3 personnes comme référence. Dans la scène numéro 1, ici la personne avec la canne en verre est prise comme référence. D'ailleurs, nous pouvons attribuer des positions à chacune des personnes par rapport à la référence. Alors si la personne ici en vert clair est la référence, on va répéter ici cette scène. Voilà. C'est-à-dire qu'elle-même, elle est le référentiel, le repère. On va associer cette personne à l'origine et toutes les positions des autres personnes seront mesurées par rapport à la personne en vert. Dans ce référentiel, si je relance encore une fois la scène, excusez-moi comme ça, eh bien, que ce soit la personne en bleu ou que ce soit la personne en vert foncé qui va apparaître, eh bien, dans ces 2 personnes, elles sont en mouvement vers la droite dans le référentiel personne en vert ici. On peut voir aussi que dans ce référentiel, les coordonnées, dans ce référentiel, les coordonnées, vous voyez ici les positions mesurées en mètres éventuellement, de chacune des personnes augmentent. Alors, on peut dire à la limite que ces 2 personnes sont en train de se déplacer dans le sens positif, étant donné que leurs coordonnées augmentent en valeur. Changeons maintenant, on va voir exactement la même scène, mais cette fois d'un autre point de vue. Au lieu de prendre cette personne en vert comme référentiel, nous allons prendre la personne en bleu, celle qui était immobile par rapport au tapis roulant. C'est elle le référentiel. Et bien dans ce cas-là, les 2 autres personnes en vert sont en mouvement. Donc vous n'avez aucune difficulté à l'accepter pour celui-là, peut-être un peu plus pour celui-là, mais effectivement, laissez-moi relancer la scène, ce personnage ici est en mouvement. Dans le référentiel bonhomme bleu, les 2 bonhommes verts sont en mouvement. Le vert foncé ici dans le sens positif, le vert clair dans le sens négatif. L'un vers la droite, l'autre vers la gauche. On peut dire d'ailleurs que, en vérité, par rapport à ce bonhomme bleu, par rapport à ce bonhomme bleu, tout le paysage, le sol, le trottoir, est en mouvement vers la gauche. Alors que par rapport au bonhomme bleu,
le tapis roulant, lui, est immobile, par exemple. Voyons maintenant la scène sous la troisième perspective, donc par rapport à ce bonhomme. Eh bien, maintenant c'est lui le référentiel, et dans ce référentiel, tout se déplace vers la gauche. On va réinitialiser la scène. Voilà, les positions diminuent, que ce soit du vert ou du bleu, que ce soit le trottoir, que ce soit le tapis roulant. Par rapport à ce bonhomme vert, tout se déplace vers la gauche. Donc finalement, si je me concentre maintenant sur un seul de ces bonhommes, eh bien, dans la première situation, concentrons-nous sur le bonhomme bleu ici seulement. Eh bien, dans le référentiel bonhomme vert clair, le bonhomme bleu se déplace lentement vers la droite. Dans son propre référentiel, le bonhomme bleu est immobile. Alors que dans le troisième référentiel, le bonhomme bleu se déplace assez rapidement vers la gauche. Voilà. Donc pour vous donner encore une illustration, eh bien ce chien, est-il en mouvement ou est-il immobile? Eh bien, on peut dire qu'il est immobile. Il est immobile par rapport à la maîtresse qui le tient. Il est immobile par rapport au sol, par rapport à l'herbe, par rapport au grillage. Bien sûr, par contre, il est mobile, il est en mouvement par rapport à ce cylindre. Alors, encore une illustration pour bien montrer la relativité du mouvement. Donc, bien sûr, je peux mesurer le mouvement de toutes ces personnes, du cycliste, de l'enfant, des parents, des voitures, par rapport à n'importe quoi que vous voyez sur cette image, par rapport à n'importe laquelle de ces personnes. Mais bien sûr, on est surtout habitué à mesurer le mouvement des objets par rapport à un référentiel qui est le référentiel auquel on s'habitue dans notre vie quotidienne, qui est le sol et tout ce qui est mobile par rapport au sol. Et ce référentiel, on va le voir, il porte un nom bien particulier. On l'appelle le référentiel terrestre. Alors justement, parlons donc de ces référentiels un petit peu particuliers. Donc, j'insiste bien sur le fait que n'importe quel objet peut être pris comme référentiel, comme référence. Et le mouvement des autres objets être mesuré par rapport à lui. Mais il y a trois référentiels qui sont souvent utilisés en physique, et c'est de cela que nous allons parler maintenant. Le premier référentiel, donc, c'est le référentiel terrestre. Donc, comme je vous l'ai dit ici, il est constitué par le sol de la planète Terre et tout ou n'importe quel objet qui est fixe par rapport à lui. Donc, une maison, un arbre, une barrière, une clôture, voilà. Et bien sûr, c'est le référentiel qui pour nous est le plus intuitif. C'est celui auquel on est le plus habitué et c'est celui qu'on utilise la plupart du temps, sans y penser, pour évaluer le mouvement d'un objet, des objets qui nous entourent dans notre vie quotidienne. C'est un référentiel qui va être surtout utilisé pour étudier le mouvement d'objets qui se déplacent proche de la surface de la Terre. Donc voilà, par exemple ici, ce paysage peut être simplement un référentiel terrestre. Et s'il y a un oiseau qui passe, par exemple ici, je vais mesurer le mouvement de cet oiseau par rapport à ce sol, à cet arbre, par rapport à la clôture. Alors pour donner une approche un peu plus mathématique de la chose, un référentiel terrestre, c'est surtout donc un objet fixe par rapport au sol que l'on va prendre comme référence, comme origine. Et à partir de cet objet, nous allons tracer trois axes orthogonaux qui vont nous permettre de faire des mesures de position pour obtenir les coordonnées de cet objet, des coordonnées qui changeront dans le temps si cet objet est en mouvement dans ce référentiel. Le référentiel terrestre donc est le plus utilisé, mais attention, dans certains domaines, il n'est pas forcément le plus adéquat. Et tout le monde connaît l'histoire du fait que le référentiel terrestre nous a pendant très longtemps trompés, nous l'humanité, sur les mouvements des astres en astronomie. C'est principalement à cause de l'utilisation du référentiel terrestre que nous avons pensé pendant longtemps que c'était le Soleil qui tournait autour de la Terre. Évidemment, du fait de l'observation au long de la journée de son mouvement par rapport au sol. Bien sûr, si je me fixe comme référence le sol, le paysage, il est clair pour moi que le Soleil va ici de l'est vers l'ouest, tout simplement. Ou encore, toujours si je me fixe dans l'étude du mouvement des étoiles, mais en prenant toujours le sol terrestre comme référence, eh bien, il me semble que les étoiles qui m'entourent dans la galaxie tournent autour de moi, autour de la planète Terre. Bon. Sauf que cette perspective n'est pas forcément la meilleure. Attention, je ne dis pas qu'elle est fausse, je dis qu'elle n'est pas forcément la meilleure. Pour étudier des objets qui ne sont pas à la surface de la Terre, ou proches de la surface de la Terre,
mais qui sont plutôt autour de la Terre, dans le domaine astronomique, on va devoir plutôt abandonner le référentiel terrestre. On parle alors d'autres types de référentiels, à commencer par exemple par le référentiel géocentrique. Dans ce référentiel, on prend comme référence le centre de la planète Terre, qui est considéré comme l'origine, et on construit 3 axes orthogonaux qui pointent vers des étoiles lointaines considérées comme fixes, et nous étudions le mouvement d'objets qui tournent autour de la planète Terre dans ce référentiel. Une fois de plus, ne pas oublier que le facteur temps sera important pour l'étude du changement des coordonnées des objets au cours du temps. Donc l'étude principalement des satellites de la Terre, que ce soit le satellite naturel, la Lune, ou que ce soit les satellites artificiels qui entourent la Terre, et je peux vous dire qu'il y en a un paquet, eh bien, utilise surtout le référentiel géocentrique. Voilà. Donc référentiel surtout utilisé pour l'étude de satellites autour de la Terre. Si on va plus loin dans l'espace, et cette fois pour étudier principalement le mouvement des astres du système solaire, eh bien le référentiel géocentrique n'est plus adéquat. Effectivement, pendant longtemps, donc, on a pensé que la Terre était au centre de l'univers, donc on se fixait uniquement sur le système géocentrique, qui était d'ailleurs fortement appuyé par les croyances religieuses, et ce référentiel géocentrique, surtout appuyé par un scientifique qui s'appelait Ptolémée, a duré énormément de temps dans l'histoire. Jusqu'à ce que, à une certaine époque, des observations astronomiques effectuées par un certain monsieur Copernic, ou encore plus tard suivi par monsieur Galilée, montrent que les observations sont un petit peu bizarres. Ici, vous avez par exemple une chronophotographie au long de plusieurs jours de la position de la planète Mars vue dans le ciel. Or, on s'aperçoit ici qu'on a l'impression que la planète Mars, finalement, elle se déplace dans un sens, puis revient en arrière, puis repart dans l'autre sens. Alors ça, je vous dis qu'on a trouvé ça très 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 bizarre, et bien sûr, ça a beaucoup remis en cause les croyances de l'Église. On appelle ça donc le rétrogradage de Mars. Alors, ceci voudra dire donc que, selon les croyances de Ptolémée et aussi appuyées par l'Église, Mars se déplacerait donc autour de la Terre avec une trajectoire un peu bizarre qui fait comme ça une espèce de boucle. Alors ceci est tout à fait compréhensible si on observe les trajectoires des planètes du système solaire sous 2 points de vue. Le point de vue héliocentrique et le point de vue géocentrique, hélios voulant dire le Soleil. C'est-à-dire que si on se place du point de vue du Soleil, en mettant le Soleil au centre du système, eh bien on peut voir que les trajectoires des planètes deviennent très faciles à analyser avec des formes pratiquement circulaires, plutôt elliptiques mais presque circulaires. Alors qu'il n'est pas impossible d'étudier les trajectoires des planètes et du Soleil lui-même en mettant la Terre au centre du système, sauf que ceci nous oblige alors à observer des trajectoires beaucoup plus complexes. Alors quand on vous dit que non, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil, et c'est pas le Soleil qui tourne autour de la Terre, ou alors dire encore que non, les planètes tournent autour du Soleil, ou non, c'est les planètes qui tournent autour de la Terre, eh bien aucune de ces théories n'est fausse, en vérité. C'est juste une question de perspective. Et nous, ce qu'on va faire, en fait, c'est choisir la théorie qui simplifie l'étude et qui simplifie les équations. Donc pourquoi est-ce que je vais m'embêter à mettre la Terre au centre du système si, après, de ce point de vue, j'obtiens des courbes et des équations beaucoup plus difficiles à interpréter? Ça n'aurait aucun sens. Et c'est pour ça que finalement, c'est la théorie héliocentrique qui est acceptée pour l'étude du mouvement des planètes dans le système solaire. Voilà, donc le référentiel héliocentrique qui met le Soleil au centre du système, et donc forcément du système solaire, on va l'appeler comme ça, est le référentiel le plus pratique pour étudier les mouvements des corps célestes dans le système solaire. Donc c'est un référentiel qui consiste là aussi en un système de 3 axes orthogonaux, avec le centre du Soleil comme origine, et 3 étoiles fixes dans le ciel de la galaxie, comme référence. Voilà, donc pour résumer, 3 référentiels très utilisés en physique. C'est bien sûr le référentiel terrestre sur lequel nous allons nous concentrer davantage. Les référentiels géocentriques et héliocentriques seront surtout utilisés dans l'étude de l'astronomie un peu plus tard. Donc, par exemple, cet arbre, je peux dire qu'il a 3 mouvements différents. Vu dans le référentiel terrestre, par rapport au sol de la Terre simplement, eh bien cet arbre, il a quel mouvement?
Je vous laisse réfléchir. Par contre, si je vois le même arbre, mais cette fois dans le référentiel géocentrique, est-ce que je peux dire aussi qu'il est immobile? Et puis le même arbre, j'espère que vous le voyez ici, voilà, avec mes qualités de Photoshop, cet arbre représenté cette fois dans le système héliocentrique, est-ce qu'il a toujours le même mouvement? Eh bien en fait, pas du tout. Le mouvement dépend du référentiel. La preuve, c'est que dans le référentiel terrestre, eh bien, l'arbre, on peut dire simplement qu'il est immobile. Dans le référentiel géocentrique, on peut dire que l'arbre est en mouvement circulaire. Alors que dans le référentiel héliocentrique, l'arbre a un mouvement cycloïdal, voilà, en forme de cycloïde. Je vous laisse deviner ce que c'est, ce n'est pas important à retenir comme mot. Mais donc, le mouvement, la description du mouvement d'un objet, dépend du référentiel dans lequel on l'étudie. J'espère que vous aurez donc compris cela. Alors attention, nous venons donc de parler de référentiels, différents types de référentiels, les trois habituels que vous lisez ici, mais encore d'autres qui peuvent être à n'importe quel objet. Mais attention, ce ne sont que des repères spatiaux pour l'instant. C'est-à-dire que les référentiels avec les trois axes vont nous permettre d'obtenir des coordonnées, des points, des positions, avec lesquels ensuite nous pouvons mesurer des distances, des déplacements, etc. Mais ceci ne me donne que des informations du point de vue spatial du mouvement d'un objet. Pour décrire le mouvement d'un objet, pas seulement du point de vue spatial, mais pour décrire aussi d'autres grandeurs qui sont importantes lorsqu'on parle de mouvement, comme la vitesse, l'accélération que vous verrez un peu plus tard, il nous faut encore une autre donnée. Il nous faut le temps. Et donc il nous faut aussi un repère en termes de temps. Et là, c'est pas compliqué. Ce qui va nous servir de repère en termes de temps, c'est tout simplement une horloge, un chronomètre, qui va nous dire combien de temps passe au fur et à mesure que le mouvement de l'objet s'opère. Et donc, pour conclure, un référentiel complet n'est pas seulement un référentiel spatial, qu'il soit terrestre, géocentrique, héliocentrique, ou le bonhomme vert au bord du trottoir. Hein. Il faut non seulement un repère spatial, mais aussi un repère temporel. La somme des deux donne un référentiel. Le repère spatial, avec ses axes gradués normalement, me donnera des coordonnées, des positions, qui me permettront d'obtenir des trajectoires sur lesquelles je mesurerai des distances et des déplacements, alors que le repère temporel, simultanément, me dira combien de temps passe pendant le mouvement, et me donnera alors des temps, des instants, des durées, des intervalles de temps. Et si je conjugue les deux informations, l'espace et le temps, je peux arriver à d'autres grandeurs intéressantes, comme la vitesse et l'accélération. La vitesse, vous savez bien pour l'instant du collège, vous l'avez étudié, attention, d'une façon pour l'instant assez, je dirais simpliste, en disant que la vitesse est la distance sur le temps, mais on va se pencher là-dessus un peu plus tard. Voilà, petite note, attention, que ce soit pour le repère temporel ou pour le repère spatial, chacun de ces repères nécessite de définir une origine. L'origine des temps, mais aussi l'origine de l'espace. Alors c'est quoi? Alors pour illustrer ici un petit peu la chose, j'imagine ici une course en ligne droite, par exemple une course de 100 mètres. Eh bien il faut que je définisse mon repère spatial avec les axes. Alors ici, comme c'est juste une course en ligne droite, donc à une dimension, je n'ai besoin que d'un seul axe. Je vais dire que c'est l'axe X par exemple. Je n'ai pas besoin de l'axe Y ou de l'axe Z. Et donc sur l'axe X, je pourrais mesurer les positions de la personne au fur et à mesure, mais pour avoir les valeurs des positions, il faut que je définisse une graduation et surtout une origine. Alors bien sûr, intuitivement, on a plutôt tendance à définir l'origine à l'endroit où la course aura commencé. Mais attention, ce n'est pas une obligation. J'aurais pu définir l'origine n'importe où ailleurs sur la trajectoire de ce coureur. Et aussi, il faut définir l'origine des temps. Donc, quand est-ce que je vais commencer à étudier le mouvement de ce coureur? Alors, je pourrais commencer à étudier le mouvement seulement à partir ici de cette troisième photo. Alors, bien sûr, vous allez me dire, mais non, on va commencer à étudier le mouvement du coureur au départ, quand le pistolet tire, on va dire, pour donner le début de la course. Mais ce n'est pas une obligation. Mais bon, ici, je vous le montre, on choisit donc l'origine des temps comme étant le point de départ de la course. Voilà, juste pour vous dire donc qu'il faut bien définir les origines. Prochain concept, donc, qu'il faut savoir aussi lorsqu'on étudie des mouvements. Alors, le titre ici peut avoir l'air un petit peu pompeux. Échelle caractéristique spatiale et temporelle pertinente
de description d'un mouvement. Là, ça peut faire peur, mais en vérité, c'est une chose toute bête. En fait, il s'agit juste de savoir que pour décrire un mouvement convenablement, il faut choisir des unités de mesure adéquates au mouvement étudié. Bien sûr, si j'étudie le mouvement d'un escargot pendant la journée, je ne vais pas utiliser le kilomètre pour mesurer les distances. Ça n'aurait aucun sens. Enfin, je ne pense pas qu'un escargot se déplace des kilomètres en une journée. Vous comprenez ce que je veux dire, j'espère. Et je ne vais pas non plus, par exemple, si je veux analyser le mouvement d'un glacier, par exemple, hein, je ne vais pas utiliser la microseconde au niveau du temps, parce que en une microseconde, le glacier, il va pratiquement pas se déplacer sur la montagne. Donc c'est plutôt quelque chose qui va s'étudier au long de journées, de mois, je dirais même plutôt de mois ou éventuellement d'années. Bon. Donc il faut bien choisir les unités de mesure. Alors je vous montre ici 3 exemples. Par exemple, si j'étudie ici le mouvement de cette montagne russe, hein, eh bien, à votre avis, quelles sont les échelles, donc les unités temporelles et spatiales les plus adéquates? Voilà, sur un tour, je dis, hein, sur un tour de manège de cette montagne russe. Plutôt la seconde, plutôt l'heure, le jour. Bon, on va essayer de choisir une unité, une échelle, qui ne va pas nous obliger à utiliser des nombres gigantesques ou éventuellement des nombres à virgule minuscules. Donc, voilà. Ici, ce serait plutôt, bien sûr, la seconde qu'on va utiliser. Du moins, je ne connais pas de montagne russe qui dure des heures ou des jours. Et en termes d'échelle spatiale, bien sûr, le manège va parcourir une certaine distance sur son tour. On ne va pas mesurer cette distance en micromètres, ça nous donnerait un nombre énorme. D'un autre côté, non plus, on ne va pas la mesurer en kilomètres. Du coup, ça nous donnerait des nombres très petits. Donc, ce sera plutôt le mètre qui va être adéquat pour mesurer ces distances en termes d'échelle spatiale. Allez, 2 exemples pour conclure. Ici, pour l'étude du mouvement de la balle lors du tir à la cible, eh bien, en termes d'échelle temporelle, ce sera peut-être mieux de la mesurer en millisecondes, alors qu'en termes d'échelle spatiale, la distance parcourue est plutôt de l'ordre des quelques mètres. Hein. On ne va pas mesurer la distance entre le pistolet et la cible, ni en micromètres, ni en kilomètres, ça n'aurait aucun sens. Allez, et un dernier exemple, voilà, pour analyser la trajectoire, le mouvement de la sonde qui est envoyée depuis la planète Terre jusqu'à Mars. Évidemment, ça ne va pas prendre des heures ou des minutes, ça va prendre plusieurs jours. On pourrait mesurer le temps en minutes, mais on aurait alors des nombres gigantesques. Et en termes d'échelle spatiale, bien sûr, ça n'a aucun sens de mesurer la distance Terre-Mars en nanomètres ou en centimètres, et d'ailleurs même pas en mètres ou en kilomètres. On est déjà dans des distances tellement grandes qu'en général, on utilise des unités spécifiques au domaine de l'astronomie, comme par exemple les unités astronomiques, ou encore l'année-lumière, ou encore le parsec, des unités dont on a déjà parlé auparavant au collège. Pour rappel, les unités astronomiques, enfin une unité astronomique, excusez-moi, il manquait un R ici astronomique, une unité astronomique équivaut à la distance Terre-Soleil moyenne. Prochain concept, parlons maintenant alors de trajectoire. Alors maintenant, vous allez voir, ça va devenir, je pense, assez simple, c'est surtout de la révision. Connaître quelques adjectifs qu'on utilise souvent dans la description des mouvements. Alors en termes de trajectoire, les trajectoires peuvent être très diverses, mais seulement 3 adjectifs, vont vous être demandés. Il faut savoir tout d'abord donc, que la trajectoire est l'ensemble des points occupés successivement par un objet durant son mouvement. Vous avez ici une espèce de tracé qui montre la trajectoire des voitures de course, mais ça peut être aussi voilà, la trajectoire de l'orbite de la planète Terre, ou encore la trajectoire suivie par ce serpent. Donc, plusieurs adjectifs sont utilisés pour décrire les trajectoires, 3 adjectifs en particulier. Le premier adjectif très simple, c'est l'adjectif rectiligne, qui s'applique au cas des trajectoires en forme de droite. L'autre adjectif sera l'adjectif circulaire, lorsque la trajectoire a la forme d'un cercle. C'est pas obligé que ce soit un cercle complet, ça peut être juste une portion de cercle. Dernier adjectif, c'est l'adjectif curviligne, et l'adjectif curviligne est finalement utilisé pour tout le reste. Si la trajectoire n'est ni une droite ni un cercle, eh bien, on dit curviligne pour toute autre chose. Donc par exemple ici, la trajectoire du serpent n'est ni une ligne droite ni un cercle, elle fait juste des courbes un petit peu quelconques, on dit une trajectoire curviligne. Alors qu'ici, entre chaque rebond contre les parois du billard, la trajectoire de la balle est une ligne droite, on dit alors trajectoire rectiligne.
Voilà, encore des exemples ici de trajectoire. Trajectoire des skieurs, curviligne, rectiligne, curviligne, curviligne encore. Ah, là, attention, sur le rond-point, la trajectoire a la forme d'un cercle ou d'une portion de cercle. Comment s'appelle alors la trajectoire en termes d'adjectif? On dit que c'est une trajectoire circulaire. Voilà, et pour finir encore, une trajectoire curviligne. Donc, pour résumer, 3 types de trajectoires fondamentaux. Si la trajectoire a la forme d'une ligne droite, on dit que la trajectoire est rectiligne. Si la trajectoire est une portion de cercle, ou même un cercle entier, eh bien on dit que la trajectoire est circulaire. Et finalement, si c'est une toute autre forme de trajectoire, une forme quelconque, comme je l'ai dit ici, on dit que la trajectoire est curviligne. Alors, ceci n'interdit pas de connaître certains types de trajectoires encore particulières. Certaines trajectoires ont des formes géométriques, des formes mathématiques qui obéissent à des fonctions mathématiques bien particulières. Juste pour en citer quelques-unes, donc à part les 3 types qu'on vient de voir, on peut encore citer les trajectoires paraboliques, par exemple, souvent discutées lors des lancers d'objets. Donc voilà, le lancer ici d'une balle de basket jusqu'au panier a une trajectoire parabolique. Ou encore les rebonds de ces balles de tennis, le saut, comme on l'a vu tout à l'heure, quand je projette une pièce en l'air, ou encore le jet d'eau dans cette fontaine, ont des trajectoires paraboliques. Encore un autre type de trajectoire qui, lui, est bien souvent discuté en astronomie, c'est la trajectoire d'une certaine forme ovalisée, comme vous le voyez ici, de la trajectoire du satellite autour de la Terre, qu'on appelle une forme d'ellipse. On dit alors que la trajectoire est elliptique. Ceci aussi sera discuté plus tard dans une étude liée plus à l'astronomie. Voilà, 4e partie de ce chapitre, nous allons maintenant parler de l'étude de l'évolution de la vitesse et de chronophotographie. Donc encore des choses que vous avez vues au collège, c'est pour ça qu'on va aller relativement vite, je l'espère. Bon, la chronophotographie est une technique qui consiste à prendre des photos à intervalles de temps réguliers d'un objet en mouvement. Par exemple ici, nous avons pris une chronophotographie d'un golfeur qui frappe la balle. Alors, la chronophotographie, donc, elle prend des photos, et le point très important à retenir, c'est que la durée, l'intervalle de temps entre chaque photo est régulière. Ce sera un point fondamental. Et alors, en sachant cela, ça va nous permettre d'avoir une idée de l'évolution de la valeur de la vitesse pendant le mouvement. Est-ce que la vitesse augmente? Est-ce que la vitesse diminue? De plus, bien sûr, la chronophotographie nous permettra d'avoir un renseignement sur la forme de la trajectoire. Est-ce que la trajectoire est curviligne, rectiligne, circulaire? Bon. Alors attention à un point un peu plus poussé, dont on n'a pas vraiment parlé au collège, mais cette année, ça commence à devenir important. Lorsqu'on prend donc une chronophotographie, les photos sont prises avec une certaine fréquence, qui est notée ici, vous le voyez en haut, F. Le HZ veut dire Hertz, en hommage à Monsieur Hertz. Donc la fréquence des photos ici est de 10 Hertz, soit t égale 0,1 seconde. Ce t représente ce qu'on appelle la période. La période représente l'intervalle de temps qui sépare deux photos. Et pourquoi est-ce qu'on parle de période? Eh bien, on peut parler de période lorsqu'on a un phénomène qui se répète à égal intervalle de temps dans le temps. Donc, tout phénomène périodique est un phénomène qui se répète de façon régulière dans le temps. Et les photos ici se répètent de façon régulière. La période est notée tau ou t, grand T majuscule, et ici, elle vaut 0,1 seconde, ce qui veut dire qu'on a pris une photo toutes les 0,1 secondes. Donc essayez de bien comprendre ça, car ce sera nécessaire pour le futur de ce chapitre, dans les calculs de vitesse que nous aurons à faire un peu plus tard. On peut parler de période d'échantillonnage. Ah, et aussi pourquoi échantillonnage? Échantillonnage, c'est-à-dire qu'on prend un échantillon, dans ce cas-là, c'est une photo, mais ça pourrait être autre chose. On prend une photo, un échantillon, toutes les 0,1 secondes. Donc on peut parler de période, mais on peut parler aussi de fréquence. Et d'une certaine façon, on essaie d'introduire ici la relation entre fréquence et période. En fait, on parle pratiquement de la même chose, mais sous un point de vue différent. Alors la fréquence notée F, pas forcément F, mais c'est souvent F qui est utilisé. La fréquence se mesure en Hertz, abrégé Hz, pardon, c'est l'unité de fréquence. Et l'unité, pardon, il n'y a pas de S à unité, excusez-moi, l'unité Hertz, qu'est-ce que ça veut dire le Hertz? Eh bien, ça veut dire fois par seconde. Donc l'unité Hertz correspond au nombre de fois par seconde qu'une chose se répète. Donc par exemple, lorsqu'il est dit ici que la fréquence des photos est de 10 Hertz, concrètement, ça veut dire qu'on fait
10 photos par seconde. Et bien sûr, après, le calcul est facile à faire pour vous, je l'espère. Si on fait 10 photos par seconde, ça veut dire forcément que entre chaque photo, il s'écoule un dixième de seconde, c'est-à-dire 0,1 seconde, et on retombe donc sur la période qu'on avait trouvée tout à l'heure. Donc ici, le point important à retenir, c'est la notion de période. Elle représente le temps entre chaque photo, et comprendre que la fréquence mesurée en Hertz vous dit combien de photos on fait par seconde. Donc par exemple, si la fréquence était, je ne sais pas, de 2000 Hertz, ça voudrait dire qu'on fait 2000 photos par seconde. Et donc entre chaque photo, combien de temps s'écoule? Eh bien si en une seconde on fait 2000 photos, ça veut dire que chaque photo prend 0,0005 secondes. Voilà, un petit calcul à faire par simple proportionnalité si vous voulez. Alors, ceci étant dit, on est maintenant capable de classifier le mouvement aussi quant à sa vitesse. Alors attention, il faut bien retenir qu'entre chaque photo, il se passe le même temps. Alors intuitivement, ça nous amène à quoi? S'il se passe le même temps entre chaque photo, eh bien si les photos successives sont bien écartées les unes des autres, ça veut dire alors que la vitesse de l'objet est élevée. Alors que, au contraire, si les photos sont relativement proches les unes des autres, de façon consécutive, alors cela veut dire que la vitesse est faible. Donc par exemple, dans ce rebond de balle de ping-pong, ici dans la zone basse où les photos sont relativement écartées, eh bien cela veut dire que dans cette zone, la vitesse de la balle est élevée. Alors que dans la partie haute, les photos sont très proches les unes des autres, ça veut dire que dans cette zone, la vitesse de la balle est plutôt faible. Et donc ça me permet de parler de l'évolution de la vitesse de la balle. Donc, par exemple, lors de la montée de la balle, les photos deviennent de plus en plus proches les unes des autres, ce qui veut dire que la vitesse diminue. Alors que lors de la descente, et bien sûr c'est logique, vous le savez, lors de la descente, les photos deviennent de plus en plus écartées, ce qui veut dire que la vitesse augmente. Alors si vous préférez, on peut voir ça en image, donc avec les chronophotographies, pour distinguer en gros 3 types de mouvements, comme vous l'avez vu déjà au collège. Sans faire de suspense, vous avez déjà parlé de mouvements uniformes, de mouvements accélérés et de mouvements décélérés, qu'on appelle aussi ralentis. Donc, on va commencer ici par le mouvement uniforme. Attention, il est appelé ici continu, mais le mot qui sera à savoir, c'est le mot uniforme. On va le répéter si vous voulez bien. Par celui-là. Donc, on peut voir qu'on a pris ici des photos toutes les 10 secondes. Je le vois ici grâce à l'horloge, le chronomètre en bas. Et en termes de position, eh bien, les photos du bonhomme sont toujours espacées de façon égale. Ce qui veut dire que le bonhomme a maintenu une vitesse constante pendant son mouvement. Le mouvement est alors appelé mouvement uniforme. On va toujours prendre des photos toutes les 10 secondes, mais cette fois, regardez, les positions du bonhomme sont de plus en plus écartées les unes des autres. Et vous avez vu vous-même que la vitesse du bonhomme était en train d'augmenter. On dit alors que le mouvement est accéléré. Et finalement, le cas contraire, on prend toujours des photos toutes les 10 secondes. Alors bien sûr, ici, c'est des 10 secondes imaginaires, hein, bien sûr. Le bonhomme, donc, a été photographié à intervalles de temps réguliers. Pourtant, les positions sont de plus en plus proches les unes des autres. Ce qui veut dire donc que la vitesse a diminué. Et si la vitesse a diminué, on dit alors que le mouvement est décéléré ou encore ralenti. Voilà. Alors, petit test donc, pour voir si vous avez compris. 3 chronophotographies. Je vous demande de qualifier chacun de ces mouvements du motard, qui va bien sûr de la gauche vers la droite, en accéléré, décéléré ou uniforme. Alors dans le premier cas, on peut voir que les photos sont toutes également espacées. Il convient en général de prendre un point comme référence. On peut se s'aider ici de la petite étoile. Alors, on voit que les espacements entre les positions sont toujours identiques. Alors ici, le mouvement est uniforme. Dans cette image, cette fois, les positions sont de plus en plus proches les unes des autres, au fur et à mesure qu'on avance vers la droite. Alors le mouvement est décéléré ou ralenti. Et finalement, l'inverse dans la dernière photo, les positions sont de plus en plus espacées les unes des autres. Du coup, ça veut dire que le mouvement est accéléré. Voilà, donc 3 types de mouvements que vous devez savoir qualifier quant à l'évolution de la vitesse. Très simple. Si la vitesse est constante, le mouvement est uniforme. Si la valeur de la vitesse augmente, le mouvement est dit accéléré. Et finalement, si la valeur de la vitesse diminue, le mouvement est dit décéléré ou ralenti. Vous
pouvez choisir le mot que vous voulez. Voilà, je vous laisse ici. Si vous voulez faire pause sur la vidéo, vous pouvez pour essayer de répondre aux quelques questions de cet exercice pour vous tester un petit peu. Alors, quelles étaient les réponses? Donc, quel est le système étudié? Alors, le système étudié est bien sûr, on pourrait dire la fusée. Sauf qu'en vérité, rappelez-vous, en général, on étudie un point particulier de l'objet. Alors ici, le point qui a été choisi, vu la dernière position, est probablement le nez de la fusée, la pointe du nez de la fusée. Dans quel référentiel le mouvement est étudié? Eh bien ici, vu que c'est le mouvement d'un objet proche de la surface de la Terre, il n'y a absolument aucune nécessité de parler de référentiel géocentrique ou héliocentrique. On étudie le mouvement de la fusée simplement dans le référentiel terrestre. Décrire la trajectoire du point du système pendant la durée de l'observation. Bien, la trajectoire est tout simplement une trajectoire rectiligne. Comment évolue la valeur de la vitesse du système au cours du temps? Eh bien, sachant bien sûr que la fusée se déplace ici du bas vers le haut, c'est une fusée conventionnelle, eh bien, on peut voir que les points sont de plus en plus espacés les uns des autres, ce qui veut dire donc que le mouvement est accéléré. La valeur de la vitesse augmente. Caractériser le mouvement du système, on peut alors dire d'une façon complète que le mouvement est rectiligne et accéléré. Donc en fait, lorsqu'on vous demande de faire la description d'un mouvement, il s'agit de donner deux informations. L'information de la forme de la trajectoire et l'information sur l'évolution de la vitesse. En termes de trajectoire, on rappelle donc soit rectiligne, circulaire ou curviligne. En termes d'évolution de la vitesse, selon qu'elle augmente, qu'elle reste constante ou qu'elle diminue, en termes de vitesse, on dit que le mouvement est accéléré, uniforme ou décéléré. Alors pour voir si vous savez choisir bien les adjectifs comme il faut, je vous mets ici quelques petits tests et je vous laisse déduire les adjectifs à utiliser. Comment vous pouvez qualifier ici le mouvement de la voiture? Eh bien oui, rectiligne, uniforme. Le mouvement ici de ce point rouge avec les nombres qui indiquent le sens de propagation, le sens du mouvement du point rouge. Eh bien la trajectoire est curviligne et en termes de vitesse, la vitesse augmente, donc le mouvement est accéléré. On dit alors que le mouvement est curviligne accéléré. Et dans ce cas-là, en termes de trajectoire, c'est une ligne droite. En termes de vitesse, la vitesse augmente. On dit alors que le mouvement est rectiligne accéléré. Prochain exemple. Trajectoire circulaire. En termes de vitesse, les positions semblent également espacées, ce qui laisse donc songer qu'il s'agit d'un mouvement uniforme. On dit alors que le mouvement est circulaire et uniforme. Prochain exemple, attention, le sens du mouvement est du bas vers le haut. Donc, mouvement curviligne et décéléré, car les positions sont de plus en plus proches. Ici, mouvement rectiligne et décéléré. Et dans ce cas-là, c'est impossible de répondre tant que je n'indique pas le sens du mouvement. Maintenant que je sais ça, je sais que les positions sont de plus en plus proches les unes des autres, ce qui veut dire que le mouvement est décéléré. Et en plus, la trajectoire est curviligne, donc le mouvement est curviligne décéléré. Voilà, bien sûr, attention, des fois, pendant tout le mouvement peut passer de accéléré à décéléré. Alors, il est simplement, dans ce cas-là, exigé que vous dites simplement que le mouvement n'est pas uniforme, il est non uniforme. Il ne sera pas toujours nécessaire dans ce chapitre de dire si le mouvement est accéléré ou décéléré et dans quelle phase du mouvement. Voilà. Donc ici, je peux dire simplement, vu que les distances ne sont pas toujours les mêmes entre chaque photo, que le mouvement est non uniforme et en plus, il est curviligne, à la limite peut-être parabolique. Donc pourquoi pas dire mouvement parabolique non uniforme. Voilà les élèves, j'espère que vous aurez compris cette première introduction au chapitre sur les mouvements et je vous dis à la prochaine. Au revoir.